Bonjour à tous, du coup une nouvelle vidéo pour le dernier sujet bac de cette année, c'est le sujet de Métropole du jour 2. Ça y est, il est sorti et je l'ai enfin plié. Bon, j'ai eu le sujet très tard et j'avais des choses prévues ce soir, donc forcément j'ai mis du temps à pouvoir tourner la vidéo. Mais on y est, ça y est, la voici. On va juste du coup s'intéresser, je vais laisser comme ça c'est mieux. On va s'intéresser du coup à ce sujet immédiatement, on va pas perdre de temps, on va s'intéresser très vite. Je l'ai trouvé plus simple sur les thèmes abordés, les thèmes étaient vraiment plus simples que le jour 1. Parce que bon, la partie physique est quand même un peu plus facile. Cependant, il y a une petite question à toute fin d'électrochimie qui est pas simple. Et il y avait plus de chances d'avoir 20 sur le jour 1 que sur le jour 2. Mais il y avait moins de chances sur le jour 2 d'avoir 0 que sur le jour 1. Enfin bref, vous avez compris. Il était globalement plus facile, mais avoir la note maximale était plus dur aujourd'hui qu'hier. Ok, un exercice autour du basketball, et vous avez ma solution du coup corrigée à l'écrit juste au-dessus de moi, pendant que le sujet... non, perdu, de l'autre côté. Voilà, donc vous avez, comme d'habitude, il y a juste la dernière page manuscrite qui n'est pas passée, vu que mon chat s'est assis dessus et a fait n'importe quoi. Donc je m'appuierai sur l'abou-lycée, qui est une source de solutions énormissimes. Alors, premièrement, montrer que dans le plan OXY, les coordonnées du vecteur accélération AT du centre de masse M du ballon peuvent s'écrire blablabla, blablabla. Je vais juste regarder si on voit bien. Ouais, on voit bien ma correction, ça va, c'est pas trop mal. Donc on va pouvoir faire ça bien. Voilà, c'était juste un petit contrôle qualité. On va peut-être même pouvoir zoomer un poil, je pense. Je pense qu'on peut zoomer un poil et que voilà. Voilà, vous aurez du coup un truc un poil plus quali au niveau du zoom. On est parti. Donc, premièrement, déjà, vous posez le système, c'est le ballon. Vous faites le bilan des forces, on est en chute libre, les frottements sont négligés. Donc, vous avez somme des forces extérieures appliquées au système qui est égale à P, le poids de votre objet, et donc M fois G, la masse de votre objet, du système, pardon. Les deux se disent, mais bon, c'est plus précis, plus rigoureux système, fois le champ de gravité terrestre. On pose la deuxième loi de Newton en disant que la somme des forces extérieures est égale à P qui est égal à MA, donc MG égale MA, donc G égale A. Et vu que le P n'est porté que selon le vecteur, enfin que selon OY, vous allez avoir l'entièreté de G qui sera selon, enfin l'entièreté pardon du vecteur P qui sera selon Y, donc l'entièreté du vecteur accélération qui sera sur Y, et vous retrouvez le fameux A est égal à 0 selon X et moins G selon Y. Signe négatif car P et Y sont bien sûr de sens opposé. Question 2, exprimer les coordonnées du vecteur vitesse. C'est pareil, c'est toujours vraiment la même résolution. Vous cherchez V tel que vous avez, enfin que vous ayez A qui est égal à dvt sur dt. Et donc, qu'est-ce qui en dérivant donne 0 C'est une constante que je vais appeler C1. Et qu'est-ce qui en dérivant donne moins G Moins G fois T plus C2. Ce sont tous les deux des constantes d'intégration de la vitesse. Donc, aux conditions initiales à T égale 0, je me passe pour la vitesse. Et la vitesse du système est de V0. V0, c'est un vecteur qui est selon X et selon Y. Donc, je fais mon fameux triangle ici pour pouvoir trouver que V0 a pour coordonnées V0x et V0y, qui sont respectivement V0 cos alpha et V0 sin alpha. Donc C1, c'est V0 cos alpha, C2, c'est V0 sin alpha, et donc votre vecteur Vt devient V0 cos alpha selon x, et moins Gt plus V0 sin alpha selon y. On recherche ensuite OM de t question 3 au cours du temps. C'est la même résolution, sauf que A, ça devient V, et que OM, c'était l'ancien V. Donc du coup, on cherche V de t, on cherche OM de t tel que V de t est égal à dérivée de OM de t par rapport à dt. Donc finalement, vous trouvez que x de t, c'est V0 fois t fois cos alpha plus une constante C1', et y de t moins 1,5 de gt2, plus V0t sin alpha, plus C2', où C1' et C2', pardon, j'ai oublié mes petits primes, sont des constantes d'intégration. Les conditions initiales disent que le ballon à t égale 0 est aux coordonnées 0 hm. Attention, hm c'est en majuscule. Moi j'avais fait une minuscule. Donc C1', c'est 0 et C2', c'est hm. Ce que vous, du coup, vous déduisez, c'est que y... Pardon,
OM de t s'exprime en fonction de x de t et y de t. X de t, c'est V0 cos alpha t. Et y de t, c'est moins 1,5 de gt carré plus V0t sin alpha plus hm. Montrer que l'équation de la trajectoire question 4 du centre de masse m du ballon peut s'écrire blablabla. Blablabla. Alors du coup, là vous cherchez un y en fonction de x, et pour ça il faut exprimer t dans l'une des deux coordonnées et réinjecter dans l'autre. Vu qu'on cherche y, en général, c'est parce que x est plus facile à exprimer en fonction de t. Et effectivement, c'est le plus facile. Donc ici, vous dites que x de t, c'est v0 fois cos alpha fois t. Donc t, si on passe le reste ici de l'autre côté, c'est t fois, ça devient divisé. Donc t est égal à x de t sur v0 cos alpha. Ça, c'est normal. Et maintenant, je peux l'injecter dans y. Donc, moins 1,5 de gt2, ça devient moins 1,5 de g fois x2 divisé par v0 cos alpha. Le t ici n'a plus de raison d'être, vous pouvez l'enlever. Moi, j'ai choisi de faire une étape encore avec, mais vous pouvez d'ores et déjà l'enlever parce que t a totalement disparu. Hein, l'équation de la trajectoire est indépendante du temps. Suite de... Donc ça, j'ai fait moins 1,5 de gt2. Là, je fais le terme v0t sin alpha. Bah, v0 fois t fois sin alpha, bah, ça fait v0 fois sin alpha fois x de t sur v0 cos alpha. Et le t ici encore, vous pouvez le dégager. Plus hm à la fin. Ça donne quoi? Ça donne que moins 1,5 de gx2 sur v0 carré plus fois cos carré alpha plus v0 sin alpha fois x sur v0 fois cos alpha. Donc les v0 se simplifient. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ici, sin sur cos d'un même angle, ça donne tangente. Et donc le tout, ça fait moins 1,5 fois gx2 sur v0 carré fois cos alpha carré, ou cos carré alpha plutôt, plus tangente alpha fois x, plus hm. Et ça, c'est exactement ce qu'on vous a demandé de décrire en question 4. Question 5, montrer que pour un angle initial alpha et pour une distance L donnée, il existe une vitesse initiale VOC pour laquelle la trajectoire du centre de masse du ballon passe par le centre du panier, dont l'expression est, et là, il faut le retrouver. Donc, les coordonnées du panier, c'est quoi? C'est le point central du panier, c'est LHA. L, c'est X, et HA, c'est Y. Eh bien, il suffit dans l'équation que vous aviez ici de remplacer votre Y là par HA et le X qui est ici et là par grand L. Ça donne quoi? Ça donne du coup que votre gros terme ici, moins 1,5 de gx2 sur 2v0 carré cos carré alpha, bah, est égal à y de x. Ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retraduit, j'efface tout ça. J'ai retraduit cette expression-là, mais que j'ai changé de sens. C'est-à-dire que ce qui était à droite est passé à gauche, et ce qui était à gauche passe à droite. Ok? Mais le plus tangente alpha x plus hm, je l'ai mis de l'autre côté. Donc du coup, ça devient moins tangente alpha x moins hm. Ligne suivante, j'ai enlevé tous les moins. Donc c'est-à-dire que si ici j'avais un moins, bah, il devient plus. Ici j'avais un plus, il devient moins. Ici j'ai un moins, il devient plus. Et ici, ça devient plus. Et je retrouve bien la ligne que j'ai ici. Enfin, je fais passer du coup l'entièreté du terme gx2 sur 2 cos carré alpha de l'autre côté. Ça me donne que 1 sur v0 carré est égal à 2 cos carré alpha fois facteur de tangente x, tangente alpha x plus hm moins y de x, le tout sur gx2. Et enfin, il me suffit juste d'inverser en haut et en bas à droite comme à gauche, et ça me donne que v0 carré est égal à gx2 sur 2 cos carré alpha, facteur de tangente alpha x, plus hm, moins y de x. Il me suffit juste de remplacer x et y par L et HA respectivement, et de balancer une racine carrée, hop, pour enlever le carré qui était ici. De ce fait, vous trouvez que V0C est égal à racine de GL carré sur 2 cos carré alpha fois facteur de L tangente alpha plus HM moins HA. Et ici, d'ailleurs, il manque un crochet. Ça arrive, il faut se relire. Question 6. Lors d'un lancer franc, blablabla, on montre qu'un tir avec un angle initial de 49,5 degrés permet d'obtenir la vitesse initiale VOC la plus faible possible. Calculer cette vitesse. Et bien, il n'y a plus qu'à faire de l'application numérique en appliquant que
alpha est égal à 49,5. Vous avez racine de 9,8 fois 4,6 sur 2 cos carré de 49,6. Attention, la calculatrice va être en degrés, faites attention. Hein. Si vous avez eu maths la veille et que vous avez eu des calculs d'angle, ça pourrait être... voilà, donc faites attention. Tout ça, facteur de 4,6 tangente de 49 degrés 6, plus 2,30 moins 3,05. Et tout ça, ça vous fait une vitesse d'environ 12 mètres par seconde. Question 7, ça je l'ai enlevé, hein, c'est une réponse quand on va un petit peu trop vite, et une fois que j'ai eu l'énoncé, je me suis aperçu que c'était hors de propos. Question 7, déterminer graphiquement l'angle initial à choisir pour communiquer au ballon la vitesse initiale minimale. Et bien ici, vous allez voir directement sur votre schéma que le minimum, il est là, et que donc ça fait environ 55 degrés. Donc pour une distance de L égale 2 mètres, l'angle minimum, c'est... l'angle pour avoir une vitesse minimum, c'est alpha égale 55 degrés. Et donc vous allez avoir une vitesse qui correspond ici à environ 5,3 mètres par seconde. Enfin 5,32, pardon. On ne peut pas mettre un troisième chiffre significatif après la virgule, donc un quatrième chiffre significatif, parce que vous savez pas si c'est virgule... si c'est 3,32, c'est 3,318, c'est 3,321. En fait, ce troisième chiffre après la virgule, on n'en a aucune idée. Donc ça n'a aucune pertinence d'en parler. Donc il vaut mieux mettre 5,32, qui, à l'arrondi, sera toujours exact, plutôt que d'en mettre un en plus, qui est totalement faux. On va quand même commenter ça, c'est que quand vous êtes beaucoup plus proche du panier, votre tir il doit être beaucoup plus haut et beaucoup plus en cloche. C'est-à-dire que vous avez une vitesse qui est plus faible et vous avez un angle qui est plus important. Totalement logique, sinon vous frappez le cercle et vous avez l'air d'un débile. Voilà. Je suis désolé, mais de ceux qui tirent à fond alors qu'ils sont sous le panier, au mieux vous n'avez pas touché le cercle et puis vous allez faire un panier à l'envers, mais ça vaut 0 points. Soit vous allez taper le cercle et vous allez le prendre dans la figure et vous aurez juste l'air bête. Question 8, on distingue sur la figure 2A deux asymptotes verticales. Donc ce sont les deux choses que vous avez ici et là. Expliquez pourquoi lorsque l'angle d'un tir initial se rapproche de 90 degrés, la courbe de la vitesse en fonction de l'angle initial tend vers une asymptote. Alors là, j'ai vu beaucoup de corrections en ligne parce que j'ai quand même comparé ma correction cette fois-ci avec d'autres corrections pour éviter des petites erreurs comme j'ai fait dans la vidéo du jour 1. Et il apparaîtrait que personne n'a été vraiment aussi loin que moi, donc je vais plutôt faire ma méthode. Quand j'étudie une limite, en fait, si je veux voir ce qui se passe si alpha tend vers 90 degrés, ce qui est un cas théorique, personne ne fait un lancer franc à 90 degrés, sinon vous n'atteindrez jamais le panier, c'est impossible. Eh bien, vous avez le cos alpha qui tend vers 0, cos carré alpha tend vers 0, et de cos carré alpha tend vers 0. Donc ce terme-là, ici, tend vers 0. Ok ? Ça, toutes les corrections l'ont fait. Le problème, c'est que ça, c'est facteur de quelque chose qui dépend de tangente alpha. Et tangente alpha, quand l'angle tend vers 90 degrés, ça tend vers plus l'infini. Voilà. Donc forcément, tout le terme que j'encadre ici tend vers plus l'infini. Et ça, en maths, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Comment on fait pour lever une forme indéterminée ? J'espère que vous avez fait SP maths. C'est l'une des deux questions que je trouve, si vous n'avez pas fait maths, c'est impossible d'y répondre. Ici, quand vous avez deux termes et que chacun impose une limite différente, ce que j'ai appris en maths à l'époque, c'est que le terme de plus haut degré impose sa limite. Donc le terme en carré impose sa limite par rapport au terme qui n'est pas en carré. Et ici, cos carré est quand même au carré, alors que tangente n'est pas au carré. Donc c'est le cos qui impose sa limite. Et donc le tout au dénominateur, finalement, tend vers 0. Finalement, si tout le dénominateur tend vers 0, GL2 sur plus l'infini, sur 0, ça tend vers plus l'infini. Et racine de plus l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai une asymptote horizon verticale. C'est que quand... c'est pas ici. C'est quand, en fait, on arrive vers 90 degrés, en fait, la vitesse monte jusqu'à l'infini. Et en fait, vous n'avez pas, finalement, de réelle définition de la vitesse pour un angle de 90 degrés. Voilà ce qu'il fallait répondre. Question 9.
Alors ici, on est sur du Python. La réponse à apporter, c'est que si vous voulez que le ballon passe au-dessus de l'arceau, eh bien, il faut que la position du ballon soit au moins un tout petit peu supérieure à celle de l'arceau. Si l'arceau, sa hauteur c'est HA, eh bien, il faudrait que le maximum du ballon dans sa trajectoire atteigne au moins HA. Si le maximum de Y ne franchit pas HA, alors le ballon ne passe pas au-dessus de l'arceau. Et donc, c'est la réponse max Y est inférieur à HA que vous auriez dû répondre. Question 10. Justifier que les lignes 89 à 92 permettent de tester à condition 2. Je repars sur la condition 2. Un ballon qui rebondit sur le bord du panier avant d'en atteindre le centre ne donne pas un tir parfait. Alors, ici on me dit test égale false for i in range nx. Nx est le nombre de points dans la trajectoire. If débord xi, yi est inférieur à rb, rayon du ballon, test true. Ok. Voilà ce que, avec un anglais très très faux. Je suis d'accord. Là, là, il est 1h du mat. J'ai pas envie de faire de l'anglais avec mon accent. Donc ici, ce qui a été défini ici, c'est que retourne NP, donc SQRT, c'est pour une racine carrée. Et quand vous regardez la grosse formule ici, c'est la distance entre le centre du ballon et le bord de l'arceau. Ça veut dire que si, en fait, les coordonnées de la trajectoire sont par rapport au centre de l'arceau inférieures à un rayon de ballon, à ce moment-là, le ballon entre en choc avec l'arceau. Et donc, ça veut dire qu'il a rebondi dessus, donc le tir n'est pas parfait. On est d'accord ? Par contre, si jamais ce test-là, si la boucle itérative ne rencontre pas de problème, alors votre test présente l'autre valeur de la précédente. Ça veut dire que, en gros, 89 à 92, ça renvoie un test qui va apparaître soit vrai, soit faux, en fonction de si les coordonnées de la trajectoire sont inférieures d'un rayon de ballon à votre arceau. Et à ce moment-là, ça va préciser à votre opérateur si il va y avoir choc ou pas avec l'arceau, et donc si le tir est parfait ou pas. Et donc on est bien dans la question, on ne demande pas d'expliciter l'entièreté de ce que je viens de dire, mais on est bien dans l'explication que les lignes 89 à 92 testent effectivement la condition d'un tir parfait. Question 11. L'application des deux nouvelles conditions permet de déterminer que l'angle initial minimal pour réaliser un tir parfait du lancer franc est voisin de 45 degrés. Commentez cette valeur au regard des conseils fournis par le site internet cité en début d'exercice. On retourne sur le site internet. On vous dit qu'il faut privilégier un tir entre 47 et 55 degrés. Mais attention, ça c'est légitime pour un joueur de basketball de se demander comment obtenir la trajectoire plus efficace. Un site internet spécialisé dans le basket donne le conseil suivant. Mais il n'y a rien de marqué pour un lancer franc. Donc ici, privilégier un angle de tir de 47 degrés à 55 degrés par rapport à l'horizontale. On préconise les tirs en cloche afin d'avoir une exploitation maximale de la surface du panier. Bon, ici, en gros, c'est pour tous les shoots, ok ? Mais majoritairement, voilà. Donc ici, pour un lancer franc, on vous a dit que c'était 45 degrés le meilleur angle. Bon, 47 degrés, je suis désolé, c'est pas dégueulasse, on va pas faire la fine bouche à 2 degrés près. On dit que c'est un petit peu inférieur, mais ça reste globalement quand même sympa. Par contre, le 55 degrés pour un lancer franc, c'est complètement hors de propos. Là, on arrive vraiment sur une précision qui est vraiment dégueu. Mais c'est jamais dit que c'est un lancer franc. Donc, ce 55 degrés, il doit vous faire penser à quoi ? Il doit vous faire penser à quand vous avez tiré avec une distance de 2 mètres. Et là, le 55 degrés, souvenez-vous, il était ici. Et ça, par contre, c'est valide. Donc, si on est sur un cas où le panier, il a une valeur plus ou moins élevée, que c'est pas la distance pile poil d'un lancer franc, à ce moment-là, cette fourchette de 47 degrés, vrai pour un lancer franc, mais c'est limite en précision, et 55 degrés qui est tout à fait vrai pour un tir à 2 mètres, et bien à ce moment-là, ce conseil est totalement pertinent, et ce site, du coup, préconise des conseils vraiment pertinents. Et là, c'est bon. On part sur l'étude un peu plus énergétique. Question 12, parmi les figures, les courbes 1, 2 et 3 de la figure 4, identifier celles qui sont EC, EM et EPP. Bon, EM, c'est facile, c'est celui qui se conserve globalement ici. Là, il y a une perte, et qui se conserve globalement là. Donc cette courbe-là avec les petits points là, ça, c'est EM. Comment je justifie ? C'est que j'ai pas de frottement, donc j'ai pas de perte de EM, à part dans la phase tac, ici, qui est celle du rebond. Parce qu'un rebond, c'est un choc inélastique, et donc du coup, vous avez une perte liée à la déformation du ballon. C'est pour ça que le ballon ne rebondit pas à la même hauteur à chaque fois et finit par... Voilà.
Ça, par contre, les chocs élastiques, c'est un modèle un petit peu utopique. Même une balle rebondissante, ça finit toujours par perdre de l'énergie, moins qu'un ballon, mais ça finit toujours par en perdre quand même. En ce qui s'agit de l'énergie cinétique ou potentielle, comment on fait? On se place aux conditions initiales. On vous dit qu'il y a un ballon qui est lâché sans vitesse initiale. Bon, bah, je prends un ballon, hop, il tombe. Bah, ça veut dire qu'il avait une altitude qui était non nulle et une vitesse qui était nulle. Donc forcément, la vitesse qui est nulle ici, bah, c'est là. Donc cette courbe-là que je fais ici, tac, et qui redescend ensuite, bah, ça c'est EC. Donc du coup, la courbe 3, c'est EC. Et la courbe qui descend mais qui était maximale, qui arrive minimum au niveau du rebond puis qui regagne en altitude, bah effectivement la courbe 2, c'est EPP. Ok. Pour les raisons que je viens de citer. Sinon vous avez ma correction qui est là. Question numéro 13. Montrer que l'énergie perdue par le ballon lors du rebond est voisine de 2,5 joules. Alors, j'efface tout ce que j'ai fait en vert et ici. En gros, l'énergie que vous avez perdue lors du rebond, c'est la différence qu'il y a entre là et là. Ok? Votre énergie perdue, c'est votre delta EM. Le delta EM, bah, il faut mesurer ce que vous avez ici, qui est environ 6,2, et ce que vous avez ici, qui est environ 3,6. Ça fait une différence de 2,6 joules, et c'est environ l'énergie qu'on vous a demandé de trouver, vu qu'on voulait trouver 2,5. Donc ça va, c'est correct. C'est tout ce qu'il fallait faire. Question 14, indiquer en justifiant s'il est raisonnable dans cette étude de négliger les frottements en dehors du moment où le ballon rebondit. Bon bah, ici, vous voyez bien que là, bah, vous avez bien une horizontale, l'énergie mécanique est bien conservée, et là, pareil. Donc il n'y a pas vraiment de problème quant au fait d'avoir négligé les frottements. Il n'y a que au niveau vraiment du rebond qu'on a vraiment perdu, et après les petites oscillations que vous avez là, il n'y a pas de frottement négatif, hein, le fait que ça remonte, ça veut pas dire qu'il y a eu des frottements avant et là ils ne sont plus. Ça veut pas dire qu'il y a eu des frottements négatifs et qu'on a gagné de l'énergie, ça n'existe pas. Ça veut juste dire que c'est des impressions de mesure et que de là à là, c'est des points expérimentaux, on peut dire que c'est constant et de là à là c'est constant et que ici vous avez eu un rebond et que le temps d'acquisition il est dégueu. Voilà, c'est vos conditions expérimentales qui sont dégueu, c'est pas l'énergie en elle-même. L'énergie en elle-même elle est correcte. Hein. Donc il était pas débile d'avoir négligé les frottements vu que sur les deux phases où vous n'avez pas de rebond, donc entre ici et là, ok, donc juste pas dans la zone en rouge, bah vous n'avez pas de variation d'énergie mécanique et donc d'après le théorème de l'énergie mécanique, bah, ça veut dire que toutes les forces non conservatives sont égales à 0 et donc il n'y a pas de frottement. Question numéro 15. Lorsqu'on dribble, on ne lâche pas le ballon, mais on le pousse vers le bas assez fort pour qu'il remonte suffisamment haut pour continuer à dribbler. Déterminer la vitesse minimale à communiquer au ballon, de lancer d'une hauteur de 1 mètre pour qu'il remonte au moins à cette même hauteur. Et on admet que la perte énergétique lors du rebond est la même que celle à la question 13. Alors, regardez, un ballon est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur voisine de 1 mètre. Donc c'est-à-dire que sur un rebond de 1 mètre, je vais perdre delta EM est égal à 2,6 joules. Enfin, pardon, 2,5 du coup. Vu qu'on prend la même valeur que celle de question 13. Ça veut dire que si vous avez... je vous mets la réponse à la question. Si vous avez un rebond qui fait perdre 2,5 joules, à ce moment-là, la vitesse que vous devez communiquer avec votre main lors du rebond forcé, lors du dribble, doit être de 2,5 joules. Ça veut dire que ces 2,5 joules doivent être mis sous la force d'une vitesse, donc d'énergie cinétique. Donc 1 demi de mv carré égale à 2,5 joules. Donc v carré est égal à 2 fois 2,5 divisé par m, et donc v est égal à 2 fois 2,5 divisé par m, le tout sur une racine. Ça fait 2 fois 2,5 fois 0,600 grammes, 0,600 kg, parce que le ballon il fait 600 grammes au basket et que vous devez mettre ça en kilogrammes, et ça vous fait une vitesse approximative de 2,9 mètres par seconde. Enfin, entendre l'arbitre, on vous pose un problème, voilà, vous avez du coup votre terrain, un joueur là-bas à 20 mètres qui a fait une faute ou qui a subi une faute, c'est ça, hein ouais, il est à 20 mètres. Et il faut que l'arbitre puisse siffler et se faire entendre. Le problème, c'est que c'est le bordel dans le public. Donc il y a déjà 80 décibels de bruit ambiant. Ok ? Et parmi les 80 décibels de bruit ambiant, si on veut que l'arbitre soit entendu par le joueur, il doit dépasser le bruit de fond de 3 décibels. Donc premièrement, ça veut dire que pour que le joueur situé à une distance de 20 mètres entende l'arbitre, il faut qu'il entende le coup de sifflet à 83 décibels, 80 plus 3,
pour être au moins distingué. Ça, c'est un minimum, ok? Mais je vais prendre le cas où l'arbitre, il siffle juste ce qu'il faut. Donc l'arbitre siffle à 83 décibels. Quelle est l'intensité sonore liée à ce niveau d'intensité sonore L de 83 décibels? Bah, vous savez que L, c'est égal à 10 log de I sur I0. Donc si vous voulez transférer pour avoir I, ben, vous avez que L sur 10 est égal à log de I sur I0. Donc 10 puissance L sur 10 est égal à I sur I0. Et donc I est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Votre L, c'est 83, donc ça vous fait que I0 fois L sur 10 puissance L sur 10 est égal à 1,010-12, seuil d'audibilité moyen pour une oreille humaine, fois 10 puissance 83 sur 10. Et tout ça, ça vous donne, donc du coup, je l'ai appelé intensité sonore I à la distance D1. Ouais, j'avais mis un 2, mais j'ai changé en 1, j'ai pas mis de coup de blanco, là j'ai eu un peu de flemme. Hop, bah ça fait 2,010-4 watts par mètre carré. Quelle est la puissance maintenant générée par une source qui est entendue à 20 mètres à 83 décibels et donc dont l'intensité sonore est ID1? Eh bien P c'est égal à I fois 4pi D1 au carré, et exactement ce I c'est ID1. Donc c'est ID1 fois 4pi fois D1 au carré, ça fait 2,010 puissance moins 4 fois 4pi fois 20 au carré, parce que 20 est en mètres, et donc ça vous fait une puissance d'environ 1,0 watts. Ça tombe vraiment pile poil. Ça c'est censé vous rassurer normalement. Intensité sonore du coup, pour un remplaçant, sur le banc, situé à 1 mètre de l'arbitre, mais qui va subir le même coup de sifflet, donc la même puissance de la source sonore. Donc, le mec qui est assis sur le banc, à une distance de 1 mètre, soit D2, il va subir une intensité sonore ID2 qui est égale à P divisé par 4pi D carré. Et ce D carré, c'est quoi? Bah c'est D2 au carré. Donc P, c'est 1,0 divisé par 4pi fois 1 watt, 1,0 watt par mètre carré. Pardon, je recommence. I, c'est égal à P sur 4pi D1 carré. Donc P, c'est 1,0 watt par mètre carré divisé par 4pi fois 1,0 mètre au carré. Et ça, bah ça fait 8,010.2 watts par mètre carré. Ça, c'est du coup l'intensité sonore qu'il reçoit. Maintenant, traduisons ça en termes de niveau d'intensité sonore pour voir le volume qui va suivre en termes de décibels. Eh bien, ce niveau d'intensité sonore, c'est L', 10 log de ID2 sur I0, et ça fait du coup 10 log de 8,010.2 divisé par 1,010.12. Et ça fait 109 décibels. Or, d'après notre graphique ici, on est là, hein. Ça veut dire que quelqu'un qui est en discothèque, là où on n'entend rien, bah le coup de sifflet est plus assourdissant. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Donc là, on est quand même entre le seuil de douleur qui est ici et le seuil de danger. Donc la personne la remplaçant, moi je lui conseillerais que trop bien de mettre des protections auditives. Parce que là, à force de prendre des coups de sifflet, et dans certains matchs de NBA, les fautes, elles arrivent assez souvent quand même dans les matchs. Donc ça, par match, par carrière, votre oreille, elle a pris cher. On passe à l'exercice numéro 2. Bon, on a encore de l'organique, sûrement de la synthèse. Ouais, vu tout ça, il y a de la synthèse. Et on vous dit de nommer la famille fonctionnelle à laquelle appartient l'acide cinnamique. L'acide cinnamique, il y a deux moyens de faire. Soit vous avez repéré, comme moi qui est organicien, de base que le cinnamate de méthyle, c'est quoi? Cette partie-là, c'est l'acide cinnamique avec un H en plus, et cette partie-là, en fait, c'est votre réactif avec un OH en plus. Donc en gros, c'est acide cinnamique plus méthanol, et ça, c'est ce que vous allez retrouver dans la suite de la question. Donc l'acide cinnamique, en fait, la formule topologique, c'est ça avec un H en plus. Et donc on est bien sur un acide carboxylique, vu qu'on reconnaît, tac tac tac, la région OH qui est ici, plus la région CO sur le même carbone qui est là. Et donc ça vous fait penser à un acide carboxylique. Attention, j'imagine que j'ai un H ici à la place du méthyle. Hein. Voilà. Sinon, il y a plus simple, que j'ai vu qu'après, c'est que vous avez le nom officiel qui était marqué là. Et donc, vous avez bien la terminaison en oïque et le préfixe acide qui est devant. Et ça, c'est caractéristique d'acide carboxylique. Question 2. En déduire parmi les trois composés ABC les formules topologiques qui sont données ci-dessous, celui qui correspond à l'acide cinnamique. Eh bien, c'est exactement celle d'au-dessus,
Mais à la place de ça, ici, j'ai un H. C'est lui. Lui, c'est pas possible parce que ça, c'est une cétone. Et ça, bah, c'est un ester. Et d'ailleurs, ce serait le cinnamate d'éthyle. Et ça, ce serait du coup la cinnanone. Ça va? Ouais, l'orga de tête, c'est peut-être pas le meilleur moment pour en faire, mais voilà, si vous vous destinez à des études d'organique, c'est super intéressant. Si vous arrivez à passer un petit peu cette première frontière, en fait, cette première barrière. Question numéro 3, parmi les catégories suivantes, identifier celle à laquelle appartient la transformation ci-dessus. Bon, bah quand vous regardez, là vous avez un Cl, et là vous avez un CH3O. Là vous avez un CH3O, et là vous avez un Cl. Et ben en fait, quand vous avez simple inversion entre deux groupements, ben on appelle ça une substitution. Une grosse étape de synthèse. Indiquant les justifiants, pardon, je vais peut-être un petit peu... Voilà, vous avez au moins ma correction. Je vous laisserai mettre sur pause chez vous. Vous avez la magie de la pause. Moi, je suis obligé d'enchaîner parce que mon temps de vidéo tourne. Hop. Donc la question 4. On vous dit les conditions de sécurité qui sont nécessaires pour prendre vos vertus du protocole. Alors le protocole, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit qu'on verse du dichlorométhane, blablabla, du méthanol, chauffe à reflux, blablabla. Ça c'est un séchage, ok, c'est un lavage, ok, ça marche. Donc ici, je vais m'intéresser au pictogramme du dichlorométhane. Tous ceux qui sont intéressés à l'état de pétrole sortent de propos parce qu'on n'en utilise pas. Alors, nocif et irritant et danger pour la santé. Ça vous fait penser à quoi, danger pour la santé, avec un mec où là, il y a un truc qui se passe? Ça, c'est respiratoire. Ok? Donc ça veut dire que nocif et irritant, bah déjà, premièrement, c'est gants, lunettes, blouse. Et quand vous voyez ce pictogramme avec le machin respiratoire, là, bon, bah ça, clairement, vous n'avez pas envie de le respirer, vous n'avez pas envie de l'inhaler. Donc on va se mettre sous note aspirante et tout ira bien. J'ai vu dans une correction que on utilisait aussi un produit qui était inflammable. Bon, bah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu de choses inflammables. Donc, je pourrais pas vous dire. C'est très bizarre d'ailleurs que ça a été mis. Mais bon, il doit y avoir quelque chose qui me manque. Par contre, ce qui me manque pas, c'est qu'on a utilisé du méthanol. Et ça, par contre, on n'a aucune information dessus. Le méthanol, CH3OH, est un lourd neurotoxique. Ça, à l'inhalation et à l'ingestion, c'est un gros neurotoxique. Ça veut dire que ça vous rend zinzin en moins de 2 minutes, quoi. Donc ça, c'est sous la hotte, mais formellement. Ça, c'est vraiment le maximum possible. Et après, vu que c'est un solvant, bon, peut-être que c'est lui qui est inflammable. Mais on n'a pas d'informations dessus, donc ce n'est pas exigible. D'ailleurs, l'information que le méthanol est neurotoxique, ça c'est ma plus-value à moi, c'est ce que je vous donne pour la culture G, mais ce n'était en aucun cas exigé le jour du bac. Question numéro 5. Justifier l'utilisation du dichlorométhane comme solvant lors de l'étape 1 de la synthèse. Bon bah en fait vous faites réagir acide cinnamique et comment ça s'appelle, et méthanol. Bon bah je suis désolé, mais ah pardon, vous faites agir le chlorure de cinnamoïl et le méthanol. Bon bah quand vous regardez dans l'eau, c'est pas cool, mais ça se fait, et dans les terres de pétrole, c'est carrément mort. Bah en fait, le seul qui vous reste, c'est le dichlorométhane dans lequel les deux sont solubles à 100%. Donc c'est là où vous aurez la meilleure chance de faire votre réaction de la manière la plus totale possible. Bon, on verra que c'est pas total en vrai. Voilà pourquoi il fallait justifier ainsi. Question 6, écrire l'équation de la réaction ayant lieu entre les ions H3O+, et les ions hydrogénocarbonate HCO3- justifier l'observation d'une effervescence. Alors, votre machin là, HCO3- et H3O+, ils vont réagir selon une réaction acide-base, je mets sur ma correction, où vous allez avoir du coup bah,
le H+, libéré par H3O+, qui va venir se greffer à HCO3- pour donner H2CO3 et H2O. Le truc, c'est que H2CO3, il se décompose aussi en H2O et en CO2, et le fait d'avoir un dégagement gazeux de CO2, ça en super, on note avec une petite flèche pour dire que ça va monter en phase gazeuse. A l'inverse, vers le bas, on le verra plus tard dans l'exercice 3 pour précipitation, donc en phase solide. Donc CO2 qui part, bah en fait du coup bah, ça fait un dégagement gazeux et c'est ça qui crée l'effervescence. Comme vous mettez un efferalgan dans votre verre d'eau, bah en fait vous avez du CO2 qui est formé et donc ça crépite et ça passe en phase gazeuse. Question 7, déterminer le volume minimal de la solution d'hydrogénocarbonate de sodium nécessaire à la disparition complète des ions H3O+, produit par le chlorure d'hydrogène HCl en supposant la synthèse totale. Alors, supposer la synthèse totale, ça veut dire que vous avez du coup la synthèse entre chlorure de cinnamol et le méthanol qui va s'arrêter au bout d'un moment. Il faudrait trouver les réactifs limitants. Alors, quand on est organicien, c'est évident que c'est lui qui sera le réactif limitant, vu que c'est le produit d'intérêt, et que lui n'est là que pour faire avancer le mécanisme. Donc, lui sera toujours placé en excès normalement. Et en vrai, dans ma correction, qui n'est pas rigoureusement bonne, ok. Là, par contre, c'est my bad. Ici, il manque une étape. Donc, question 7, je vais la rajouter. Il faudrait ici que j'étudie qualitativement et quantitativement qui est le réactif limitant. Et on va le faire dès maintenant. Donc ici, ce que je fais, c'est que j'ajoute 8,3 g de chlorure de cinnamoïl surmonté d'un tube réfrigérant et je mets 4,0 ml de méthanol. Vous avez pour le méthanol la masse volumique. Donc vous faites ρ fois V, ok, et ça va vous donner normalement petit m. Ça marche? Une fois que vous avez petit m, bah vous allez trouver petit n pour le méthanol qui est égal à ce petit m là, divisé par 32,0 g par mol qui est la masse molaire de méthanol. Donc tout ça en rouge, c'était pour le méthanol. Et donc tout ça, vous allez trouver un chiffre que je vous laisserai du coup déterminer. En bleu, je fais du coup pour mon autre composé. 8,3 g, on a la masse directement. Donc si j'ai la masse, bah, je viens directement diviser par la masse molaire qui est de 166,6 et je trouve petit n. Je vais comparer ce n là avec ce n qui est ici et le plus petit du coup sera celui qui mettra fin à la réaction et vous allez trouver, comme par hasard, que c'est le bleu. Normal. Dans un mécanisme organique, c'est entièrement normal que le produit précurseur de l'espèce que vous cherchez à synthétiser soit en défaut. C'est normal. Encore faut-il le savoir. Donc, je suis parti sur le fait que, effectivement, mon chlorure de cinnamoïl était en excès. Puisque la synthèse est totale, ça veut dire que Xmax est égal à N1i. J'ai appelé N1i le N en bleu qui était là. Le N en bleu qui était ici, je l'ai appelé N1i. Ok ? Donc c'est la quantité de matière initiale que j'ai en chlorure de cinnamoïl. Ça veut dire que N1i est égal à la quantité de matière de HCl que je vais former. Parce que tout ceci là est équimolaire. Ça veut dire que si je mets N1 de ça, alors je trouverai N1 à la fin. Si j'ai mis ça au début. Ok ? Donc ce que j'ai mis ici est égal à ce que je recueillerai là en HCl pour la fin. D'ailleurs c'est vrai pour lui aussi. Ça veut dire que mon NHCl est égal à M1 divisé par grand M1, donc la masse initiale de chlorure de cinnamyl et grand M1, la masse molaire du chlorure de cinnamyl, et ça me fait 8,3 sur 166,6, soit 5,0, 10,2 mol. Sauf que HCl, on vous le dit d'ailleurs dans le sujet, bah en fait c'est une base forte, donc ça réagit totalement avec l'eau pour former des ions H3O+. Ça veut dire que si je fais un tableau d'avancement où j'ai
HCl plus H2O, ça donne du coup H3O+, plus Cl-, ok? Bah si j'ai N1 ici, ça c'est en excès, c'est mon solvant. Bah ici je vais avoir N1, et ici je vais avoir N1. C'est pour ça que je peux dire que ici, bah, NHCl final, c'est égal à ma quantité de matière d'H3O+, qui vont être formées lors de l'introduction de HCl dans H2O. Encore une fois, si jamais je remonte à l'équation bilan que j'ai notée en 6, HCO3- et H3O+, réagissent de manière équimolaire 1 pour 1. Donc ça veut dire que ici, ma quantité de matière initiale que j'aurai en HCO3- devrait être au moins équivalente à celle de H3O+. Et donc, je peux dire que NH3O+, et NHCO3- sont égaux, et que ça fera 5,010.2 mol. Sauf que, la concentration en HCO3- c'est 5,010-1, la quantité de matière d'HCO3- c'est 5,010 puissance moins 2, donc je peux trouver le volume d'HCO3- à mettre à l'intérieur, et ça fait pile poil du coup 100 ml. Mais vu que j'ai que deux chiffres significatifs, j'ai mis ça sous la forme 1,010-1 litres. Ouais, il faudra environ 100 ml pour laver votre phase, ouais. C'est assez énorme, hein. Question 8, on vous dit que la masse du produit du solide obtenu expérimentalement vaut 6,2 grammes, estimez le rendement. Bon, si ça fait 6,2 grammes et que vous attendiez N théorique fois N2, en fait, c'est masse expérimentale sur masse théorique, mais masse théorique, c'est quoi? C'est quantité de matière théorique fois la masse molaire de votre composé produit. Donc ça fait 6,2 grammes divisé par 5,010.2 mol fois 162,2, et ça vous donne 76%. La synthèse n'est pas totale, déjà. Donc là, ce qu'on avait dit avant, c'est pas ouf. Et en plus, c'est mieux quand même comme réaction qu'avec l'acide cinnamique et le méthanol qui faisait que 40% de rendement. Ça fait quand même 36% de plus. De toute façon, des chlorures... Ah, comment on dit déjà? C'est quoi cette famille déjà? On ne se souvient plus. En tout cas, pour faire des réactions à base de formation d'ester, on vous apprend en terminale que c'est normalement acide carboxylique plus alcool, mais en vrai, quand vous remplacez l'OH par un Cl, donc là c'est des chlorures, des chlorodalkyles. Je sais pas, c'est bizarre. Je me souviens plus du nom, je suis désolé, mais vous avez deux familles, donc vous avez ces dérivés chlorés là, où vous avez remplacé le OH de la fonction carboxylique par un Cl, et vous avez aussi les anhydrides d'acide qui ont la même réactivité que les chlorures, les dérivés chlorés, pour la même réaction, et c'est les deux en fait qui vont augmenter le rendement pour avoir le même produit à la fin. Mais ça, vous le verrez dans le supérieur si vous faites de l'orga, et je vous le souhaite parce que c'est une matière qui est tellement intéressante. S'il y a des profs qui regardent ça, à mon avis, ils doivent se dire putain, mais lui, il est maso. Non, il en faut tout pour faire un monde. Exercice 3. Batterie lithium-soufre. Alors, justifier que le lithium se comporte comme un réducteur dans cette transformation. Le lithium, regardez, hein, le couple Li plus Li-, pardon, Li plus Li solide, c'est Li plus E- donne Li. Donc forcément, effectivement, ici Li, il est bien réducteur. Et là, on l'utilise effectivement comme réducteur. D'ailleurs, quand vous regardez, vous avez un couple H2O-H2 qui existe ici, hein, qui est pas donné d'ailleurs. Mais ici, vous avez production du coup de H2 à partir d'H2O. Et donc effectivement, vous avez Li qui se fait oxyder en Li+. Et pour oxyder une espèce, il faut qu'à la base, il se comporte comme un réducteur. Vous n'oxydez pas un oxydant.
Question 2, déterminer le volume d'hydrogène formé à 20 degrés à pression atmosphérique si une masse M égale 0,5 g de lithium réagit totalement avec l'eau. Et justifie l'utilisation d'un électrolyte organique anide dans une telle batterie. Bon. Si vous faites réagir 0,5 mol de Li, pardon, si vous faites réagir 1 mol de Li, vous allez avoir 0,5 mol de H2 qui vont être formés. Donc vous avez un rapport 2 entre les concentrations, enfin les quantités de matière de Li qu'il y avait au départ et les quantités de H2 qui vont être là à la fin. Et en toute logique, vous avez NLi qui est égal à 2NH2. Vous savez que NLi c'est quoi? C'est la masse de lithium divisée par la masse molaire du lithium, donc du coup ça fait 0,5 divisé par 6,9 et ça vous fait 7,10.2 environ. J'ai le droit de garder qu'un seul chiffre significatif, donc je suis obligé de garder 7,10.2. Ça veut dire que NH2 c'est égal à NLi sur 2, donc 7,10.2 sur 2, et ici je devrais en toute logique garder 4,10.2, mais j'ai trouvé ça vraiment triste, donc du coup je suis parti sur l'optique de garder deux chiffres significatifs ici, en me disant que peut-être que le sujet aurait dû mettre 0,50. Ensuite, je vous dis que le volume molaire est une donnée qu'il va falloir utiliser. Le volume molaire était donné ici. Tac. Donc pour tous les gaz à 20 degrés à pression atmosphérique, c'est comme ça qu'on regarde qu'il fallait le volume molaire. C'est un indice. Le volume molaire, c'est quoi? En fait, la quantité de matière de H2, c'est égal à V sur Vm. Donc en fait, V de H2, c'est égal à NH2 fois Vm. Donc 3,5 10.2 fois 24,4. Et ça vous donne 8,5. Là, c'est assez mal passé. Je vais retrouver ma feuille. Je vous demande juste 2 secondes. C'est 8,5 10-1. Voilà. Ça, faut imaginer que c'est dans une batterie. Et c'est dans une batterie qui se met derrière un téléphone, un smartphone, une tablette, etc. Donc des choses qui ont vocation à devenir de plus en plus fines, de moins en moins volumineuses. Quand vous regardez un téléphone, vu d'ici, mon téléphone en termes de volume, il est pas grand. Hein. Je veux dire, vous calculez ça, le volume qu'il y a dedans, c'est rien. Donc ça veut dire que ici, si vous formez 85 centilitres de gaz, 85 centilitres, je sais pas si vous vous rendez compte, 85 centilitres, c'est l'équivalent de 2 canettes et demie de coca, quoi, en termes de volume. Donc ça veut dire que le gaz va être bien confiné dans la batterie, et la batterie, c'est un composant qui est beaucoup plus petit que le téléphone. Hein. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a des risques que la batterie n'arrive pas à contenir tout le gaz sous pression, et ça peut finir par faire exploser la batterie, voire votre appareil. Question 3. Écrire la demi-équation modélisant les réactions électrochimiques qui se déroulent alors à chaque électrode en tenant compte de la polarité de la pile. Et bien ici, vous avez à la bande moins, ou là où il y a la production d'électrons, vous avez Li solide donne Li plus, AQ plus E moins. Et à la bande positive, la bande consommatrice d'électrons, je le marque à chaque fois, parce que c'est un truc qu'il faut vraiment jamais oublier. C'est vraiment un truc à apprendre par cœur en électrochimie, c'est ça. Donc à la bande plus qui est consommatrice d'électrons, vous avez S solide plus 2E moins qui donne S2 moins AQ. Question 4. Sur le schéma de la figure 1 en annexe, je descends à mon annexe. Hop, tac. Vous devez mettre le sens du courant électrique. Alors en dehors de la pile, le sens du courant électrique va toujours du plus vers le moins. C'est comme quand vous avez fait en électricité les petits schémas de style générateur, tac, il y a plus, il y a moins, ça part dans une lampe, tac. Vous vous souvenez de ce truc-là que vous faisiez au collège? Et vous vous dites à chaque fois que ça va toujours du plus vers le moins, le sens du courant, là, le courant électrique, I. Et c'est vrai. En dehors du générateur. Vous n'êtes jamais intéressé à ce qu'il y avait à l'intérieur de ce bidule-là. Et ce bidule-là, noté G, c'est tout ça G. Ok? Donc ici, il faut bien distinguer l'extérieur du circuit. Et l'extérieur du circuit qui avant était très grand, là sur ce schéma il est très petit. Et beaucoup d'entre vous en fait inversent. Donc ça veut dire que le sens du courant, toujours de la bande plus de la pile vers la bande moins en dehors de la pile. Le sens des électrons, c'est toujours en dehors de la pile du moins vers le plus. Ok? Donc les deux sens sont contraires.
Enfin, le sens des déplacements des ions formés dans l'électrolyte. Bon, alors là, j'ai vu tout sur Internet. J'ai vu tout. Parce que bon, bah voilà, on m'a demandé mon avis. Je dirais pas le site. Mais bah, moi, ce que j'ai pensé au départ et ce qui m'a été confirmé dans d'autres corrections, mais inverse selon les sites que vous allez voir, bah moi, c'est le site que je préconise. C'est que ici, vous avez du lithium solide. Donc ici, sur cette électrode-là, vous allez avoir production de Li+. Donc là, vous allez avoir le plus de Li+. C'est là, ok? C'est ici, directement aux abords. Il peut pas venir de là-bas, le Li+. C'est impossible, vu qu'il a été produit par cette électrode-là. Donc si on regarde... Si on forme un espèce de péage ici, comme sur l'autoroute, et qu'on regarde tous les Li+, qui passent dans quel sens, eh bien c'est obligatoire que les Li+, passent du sens où ils peuvent exister, où ils ont été produits, vers le sens où ils sont pas là, où ils sont dépourvus. On va toujours des plus grandes concentrations vers les plus petites. Et pour S2-, c'est le même raisonnement, mais de l'autre côté, vu que la borne plus possède l'électrode de soufre solide. Voilà. C'est toujours le même raisonnement, mais j'espère que ça, c'est un peu plus carré dans votre tête et que vous pourriez avoir beaucoup plus de recul sur des constructions et des propositions de correction de sites qui vous pondent ça, alors que vous n'êtes même pas encore sorti de l'épreuve, par des gens qui finalement n'ont pas vraiment étudié la question. Question 5, écrire l'équation de fonctionnement de la pile en tenant compte de la formation d'un précipité. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on avait en termes d'électrodes? On avait Li en solide et S en solide. Donc les deux électrodes en solide doivent apparaître du côté réactif. Sauf que vous avez un seul électron échangé dans la première demi-équation contre deux électrons échangés dans la deuxième. Donc il faut faire cette opération x2 pour la première demi-équation. Et ça vous donne 2 fois Li plus 1 fois S et 2 électrons, donne 2 Li plus 2 électrons plus 1 fois S2-. Et vu que les électrons se simplifient, vous tombez naturellement sur ça. Or, on vous dit qu'il y a un précipité qui est formé. Bon, vous n'avez pas 36 équations possibles. Hein. Vous n'avez que 2 ions en solution. Il y en a un qui est présent 2 fois plus que l'autre, mais une charge plus. Et une qui est présente 2 fois moins, mais qui a 2 fois une charge moins. Bon, bah, il s'assemble. Hein. C'est un solide ionique, hein, tout simplement, qui se mettra sous la forme de Li solide. Pardon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu. Donc, c'est 2 Li. Non, c'est bon. Et il y a 2 Li plus S2- qui donne SLI2 solide. Et donc, l'équation globale de votre équation, du coup, c'est ça. Ok. C'est 2 Li solide plus S solide donne SLI2 solide. Voilà. D'ailleurs, il y a une question que j'ai pas répondu. Excusez-moi. On m'avait demandé en question 2 de justifier l'utilisation de l'électrolyte organique anhydre dans une telle batterie. Bon. En fait, le fait qu'ils doivent être anhydres, c'est parce que si vous avez de l'eau, ça explose. Voilà. Ok. En fait, ici, on avait un peu vite parlé sur le fait que ça puisse s'éclater dans la batterie et exploser parce que le volume est de plus en plus petit. Oui, mais bon, si ça rencontre pas de l'eau, ça réagit pas. Donc c'est pour ça que l'électrolyte qui est ici dans la cuve est un électrolyte anhydre sans eau et organique pour pouvoir permettre la faible proportion à se former. Pour justement mettre la possibilité de former le précipité, parce que dans l'eau, il ne se formerait pas, les ions seraient stabilisés. Ensuite, question 6. Bon, c'est là où mon chat a totalement troll, donc je vais m'aider de l'abolisser, et je vous remercie d'ailleurs, hein, mes plus sincères remerciements. Donc ici, ce qu'il fallait voir, c'est qu'il fallait déterminer la durée d'utilisation de la batterie lithium-ion dans ces conditions. Ouais, ma feuille, elle est encore un peu lisible pour quelques questions, mais c'est pas dingue. Bon, bref. Si I est supposé constant, vous pouvez dire que Q est égal à I fois delta T, et ça, c'était marqué dans l'énoncé. Ici. La relation entre la capacité Q et l'intensité du courant I supposée constante à la durée d'utilisation de la pile et blablabla. Mais c'est parce que supposé constant, sinon on ne peut pas. Donc vous posez que Q est égal à I fois delta T, et on vous demande delta T. Donc delta T c'est égal à Q sur I. Sauf que Q
dans une batterie, attention, là on parle de lithium-ion, on parle plus de lithium-soufre, ok? C'est bizarre fait comme ça, il aurait peut-être dû, voilà, mais là on est vraiment sur du lithium-ion, et ici, là, on vous parle de lithium-ion aussi. Donc on va pouvoir utiliser ces informations-là. Q, il est ici en milliampères heure. Et on vous dit que I est égal à 0,55. Donc il va falloir convertir vos milliampères heure. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai fait. Et pour les convertir, il faut faire x 3,6 comme c'est montré là. Donc du coup ça fait 3500 milliampères heure x 3,6 pour les avoir en coulomb divisé par 0,55 ampères. Et tout ça, ça me donne 2,3 10 puissance 4 que vous avez pas d'explicité ici, mais ça me fait 6 heures et 22 minutes. Voilà, en gros. Donc 6,4 heures, oui, c'est un petit peu moins que 6,5, donc un peu moins que 6h30. 6h22, ça a l'air d'être cohérent. Ok ? Question 7, vérifier à l'aide des données qu'une batterie lithium-ion neuve contient environ 12 grammes de matière active. Alors là, j'ai commencé à utiliser la constante de Faraday, etc., mais en fait, pas du tout. En étudiant la durée d'utilisation ramenée à 1 gramme. Alors en fait, j'ai commencé à chercher avec la quantité de matière, d'électrons échangés par rapport aux deux. Et après, j'ai rencontré que, en fait, ion, j'avais un problème, je savais pas quel ion c'était, enfin, et j'ai abandonné. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a une donnée que j'ai pas utilisée, c'est celle-ci. C'est votre Q massique. Q massique, c'est quoi ? Bah en fait, c'est la capacité massique moyenne par gramme de matière active dans une batterie. Trop bien. Donc en fait, ce Q qui est là, si je voulais le résumer, c'est comme ça que j'ai commencé ma résolution, c'est que Q massique finalement, ici, ça, c'est égal à Q sur M. C'est égal à Q sur M. Sauf que Q c'est quoi ? Bah c'est 3500. Et on est sur 12 grammes de matière active. Ok ? Pardon. On les a pas, on doit le prouver. Donc ici, on recommence, ça c'est Q sur M. Donc du coup, M, c'est égal à Q sur Q massique. Donc Q sur QM. Et ça fait 3500 divisé par 300. Et ça fait exactement 11,6 grammes. Ce qui est environ 12. Voilà, c'est pas exactement ça. D'ailleurs, ici, c'était marqué la même chose. Donc, ma correction est bonne. Oui, j'ai pas eu le temps de regarder la correction. Donc, je suis en train, en live, de regarder si j'ai juste en même temps. Donc, si je viens à ramener ça par proportionnalité à 1 gramme, bah, je sais que 12 grammes, ça fait 3500. Donc, du coup, bah, pour 1 gramme, bah, 3500 par 12, bah, ça fait 300, tout simplement. Ça, c'est normal. Maintenant, c'est pas ça qu'il fallait répondre. On sait que, du coup, je vais effacer. Et je regarde, hop, ma correction. Alors, ici, on sait que pour M' égale 1 gramme, M' égale 1 gramme, ok, je vais avoir Q qui est égal à Q massique fois M. Donc je sais que Q massique fois M, donc 300 mAh par gramme fois 1 gramme, bah ça fait 300. Donc en fait, j'ai un Q qui est égal à 300 mAh. Ok ? Eh bien, ça, je divise par I. Donc pour avoir delta T, bah, je fais Q divisé par I. Et ça me fait du coup 300 mAh fois 3,6 divisé par 0,55. Et ça me fait 2,0 fois 10 puissance 3, soit 33 minutes et 18 secondes. 0,55 heures, c'est un peu plus qu'une demi-heure, et j'ai trouvé 33 minutes 18 secondes, donc c'est environ cohérent. Je pense qu'on a trouvé la même chose. Donc tout va bien. Oui, je vérifie parce que je suis pas à l'abri d'une. Je suis pas surhumain, je suis comme vous, donc je suis pas à l'abri d'une erreur. Surtout quand je travaille vite, et surtout quand je travaille aussi tard à 1h46.
Question 8. Non. Si. Question 8. Déterminer la capacité massique par gramme de soufre actif de la batterie lithium-soufre exprimée en milliampères-heure par gramme, puis en déduire sa durée d'utilisation par gramme de soufre actif si elle débite un courant d'intensité I 0,55 ampères supposée constante et commentée. Alors, cette question-là, très sincèrement, j'ai mis 10 minutes à la faire de plus que ce qui aurait dû être nécessaire. Là, vous travaillez depuis tout à l'heure sur du lithium-ion, alors vous étiez sur du lithium-soufre, et on vous demande de revenir sur du lithium-soufre. Et là, vous êtes là, et il y a énormément d'étapes. Énormément d'étapes. Alors, j'ai commencé par chercher déjà QMASIC, qui m'a demandé. Tac. J'ai commencé par chercher QMASIC, je vais marquer ça QM, et QMASIC, bah en fait c'est Q divisé par la masse de soufre. On est d'accord? Sauf que, on vous dit que la masse de soufre déjà c'est 1 gramme. Et moi, bah du coup, bah je veux chercher Q. Q c'est quoi? Bah un Q, en fait, c'est mon nombre d'électrons qui passent à travers la section du câble, fois la charge que porte un électron, fois la constante d'Avogadro pour l'avoir en mol. Et ça, Ne-, la quantité de matière en mol d'électrons, fois la charge élémentaire que porte un électron, fois la constante d'Avogadro, mais en fait, E fois Na, c'est la constante de Faraday. Et c'est ce que vous aviez, du coup, en données ici, et que je pense, pour la plupart d'entre vous, n'avez pas utilisé. Elle servait pour cette question-là. La constante de Faraday, ainsi donnée. Qu'est-ce que j'ai mis après? Blablabla. On vous dit aussi que, attention, S solide plus 2 électrons donne S de moins à queue. Il y a 2 électrons, hein. Donc en fait, ce 2, ben, il est super important parce que si vous avez ici ben, une mole, ici, il en faudra 2. Donc ça veut dire que Ne- est égal à 2 N soufre. Donc ça veut dire que ici, Ne- c'est égal à 2 N soufre. Donc Ne-, tac ça, c'est égal à 2 N soufre. Sauf que 2 N soufre, c'est quoi? Bah c'est 2 masse soufre divisé par la masse molaire du soufre. Et c'est vachement intéressant de le présenter de cette manière-là. Ça fait que Q, j'efface ce que j'ai ici. Ça veut dire que Q, en gros, bah c'est égal à 2 fois MS fois F divisé par MS. Et donc, si je le remplace ici, ça me donne que Q est égal à 2 fois MS fois F divisé par MS. Fois. Ça, c'est que Q. Il faut que je rajoute ce MS là aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que ça et ça, c'est pareil. Donc finalement, tout ça, c'est égal à 2F sur la masse molaire du soufre. Ok? J'espère qu'ils ont fait pareil que moi. Bon, on va voir à la fin. Hein. On va voir à la fin. Je me suis lancé maintenant. Donc ça veut dire que 2 fois 96 500 divisé par masse du soufre, c'est 32,1. Yes, 32,1. J'ai pas fait le calcul. Bizarre ça. Alors 2 fois 96 500 divisé par 32,1, ça me donne 6 10 puissance 3. Et ça, c'est en coulomb par gramme.
Ouais, en coulomb par gramme. Donc du coup, ça fait 600, 6000, 6,0 fois 10 puissance 3, ça c'est des coulombs par gramme. Ok. Bah ouais, c'est bien. Mais moi, QM, attention, là je diverge. Je diverge à partir d'ici. Ok. Mais le problème, c'est que moi, je veux mon Q en milliampères heure par gramme. Donc il va falloir que je prenne cette valeur-là. Donc c'est égal à QM en coulomb par gramme, qui est ici. Et que je la divise par 3,6, qui est mon facteur de proportionnalité. Donc du coup, bah, ça me fait... c'était quoi 6,0 6,0 10 puissance 3 divisé par 3,6. Ah, allez. 6,0 10 puissance 3 divisé par 3,6. Et ça me donne du coup environ 1,7 10 puissance 3. Et ça, du coup, ce sont des milliampères heure par gramme. Ok. Voilà, du coup. Et je suis bien raccord à nouveau avec ma correction qui était là. Bon, en reprenant le raisonnement de la question 6, effectivement, bah, je vais redire que delta t, c'est quoi? Bah, c'est Q sur I. Ok. Q sur I. Or, Q, c'est quoi? Bah, c'est QM fois M. Divisé par I. Le truc, c'est que ça, bah, ça vaut 1. Donc, du coup, ça ne change rien au calcul. Ça me fait 1,7 10 puissance 3 divisé par 0,55. Et vous allez trouver que ça fait un peu plus de 3 heures. Ok. Ensuite, quand vous faites le rapport de ce résultat-là, hop, ça fait environ 3 heures. Ça fait 3 heures et 6 minutes. Ok. Donc 3 heures et 6 minutes, quand vous le comparez à ce qu'on avait tout à l'heure, qui était de 33 minutes et 18 secondes. Donc je vais faire ça fois 6. Donc 3h06. Donc 3,1 heures. 3,1 heures fois 60. Divisé par 33. Et je vais faire fi des 18 secondes. Donc ça me fait 3,1 fois 60 divisé par 33. Et ça me fait 5,6. Donc environ un facteur 6 fois plus important pour cette batterie par rapport au lithium-ion. Et je retombe bien sur la correction officielle. Ouf! Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme correction. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Je m'excuse pour le délai tardif de sortie de cette vidéo, mais j'ai pas pu travailler avant. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et je croise les doigts pour que vous puissiez avoir une bonne note à votre baccalauréat. Par rapport à une question qu'on m'a posée en commentaire, il me sera impossible de vous donner une estimation de votre note ou de votre barème retenu pour ici. De toute façon, de 1 parce que c'est décidé par les inspecteurs et une commission d'harmonisation qui se fait entre des gens bien haut placés où je ne serai pas invité, donc je ne saurai pas tant que j'aurai pas le corrigé officiel. Voilà, ça c'est un corrigé de la lycée fait par des enseignants volontaires, comme moi par exemple. Mais le barème officiel, la correction officielle est édité par le rectorat et le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça ne dépend pas de moi. Deuxièmement, vous faire un avis par rapport aux corrections et un barème serait un faux ami, parce que je vous rappelle que vous n'avez pas à porter votre note de CE, donc d'épreuve expérimentale, qui compte quand même pour une partie de votre note. Donc vous ne pourrez jamais avoir le fin mot de l'histoire sur votre note point par point dans votre épreuve. Ok ? Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question-là, à laquelle j'ai pas répondu en commentaire parce que c'était assez long à écrire. Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis j'espère pas à l'année prochaine,
pour ceux qui me suivent pour préparer leur bac de cette année. Sur ce, bonne nuit.